Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, l'affaire d'aujourd'hui, c'est typiquement le genre d'affaire que j'aime traiter parce qu'il y a beaucoup de mystères et on n'est jamais sûr de la conclusion. Et vous avez été nombreux à répondre au sondage. Est-ce que vous faites confiance à votre partenaire? Plusieurs milliers de personnes ont répondu au sondage et je dois vous dire que les réponses sont assez mitigées. Donc, écoutez, on aura l'occasion d'explorer ce thème au cours de la vidéo. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2003 en Australie, mais avant de nous plonger dans cette affaire très étrange, laissez-moi vous parler de Christina, surnommée Tina par son entourage. Christina Watson est née en Allemagne de l'Ouest en février 1977 de parents inconnus. En janvier 1980, elle est adoptée par deux Américains, William et Cynthia Thomas. La famille vit d'abord à Walker en Alabama, puis en Louisiane, avant de retourner vivre en Alabama à Birmingham. Et entre-temps, la famille s'agrandit puisqu'elle accueille une deuxième fille, Alanda. La famille Thomas, c'est vraiment une belle famille, un peu comme dans les téléfilms américains des années 80-90. Alors je sais que c'est grave cliché là ce que je vous dis, mais c'est clairement ce qu'il ressort. On a les deux parents qui sont issus de la classe moyenne, qui sont très attentionnés avec leur fille. Les photos de famille sont toujours impeccables. Et ils sont surtout prévenants avec la petite Christina qui souffre de tachycardie. Elle a été diagnostiquée quand elle était petite. Elle prend des médicaments qui ne donnent pas vraiment de résultats. Donc elle est suivie de très près par un cardiologue. Christina rencontre David Gabriel Watson à l'université d'Alabama en 2000. Tous les deux sont étudiants. David Gabriel est surnommé Gabe par son entourage. C'est un garçon plutôt sympathique et drôle. Et il veut sortir avec Tina. Mais à ce moment-là, elle est déjà fiancée à quelqu'un d'autre, donc elle refuse ses avances. Les mois passent et Gabe la relance, mais Tina refuse encore une fois. Cela dit, peu après sa rupture avec son fiancé en janvier 2001, elle accepte de sortir avec lui, et elle tombe très vite amoureuse. Ils deviennent inséparables. Ils obtiennent ensuite leur diplôme, Tina devient responsable dans un magasin de vêtements, tandis que Gabe est embauché par son père dans son entreprise d'emballage. Gabe confie à ses parents, David et Glenda, qu'il veut fonder son foyer avec Tina. C'est la femme qui correspond à ses attentes. Et ses parents sont ravis puisqu'ils adorent Tina. Elle est gentille, bienveillante et elle fait tout pour faire plaisir à leur fils. Pour vous donner un exemple, Gabe est passionné par la plongée sous-marine. Il en fait depuis plusieurs années dans le lac Duck Mountain et il a même un diplôme de plongeur de sauvetage. Un jour, il confie à Tina qu'il aimerait partager ça avec elle. Et Tina accepte. Elle en parle d'abord à ses parents, William et Cynthia, et eux ne sont pas forcément chauds à cause de ses problèmes de tachycardie. Mais en septembre 2001, Tina subit une opération du cœur qui règle vraisemblablement ses problèmes de tachycardie. Donc elle n'est plus obligée de prendre des médicaments, même si elle continue d'être suivie par un cardiologue. Donc, elle peut prendre des cours de plongée avec Gabe. Elle commence à prendre ses cours dès janvier 2003 et elle ne le fait pas par passion, comme je vous l'ai dit. Elle veut partager ça avec lui et elle veut lui faire plaisir. Quelques mois après, elle obtient sa certification. Pour Gabe, c'était très important que Tina obtienne sa certification puisqu'il a un projet en tête. Il veut la demander en mariage et en guise de lune de miel, il veut lui offrir une plongée sous-marine. En avril 2003, Gabe demande la main de Tina. Les parents de Tina ne sont pas emballés. Ils n'aiment pas énormément Gabe. Ils trouvent que Tina pourrait trouver quelqu'un de beaucoup mieux, de beaucoup plus approprié. Ils n'accrochent pas avec le caractère de Gabe. Mais Tina leur a signifié que c'est lui qu'elle aime et que c'est avec lui qu'elle a envie de fonder son foyer. Le couple se marie le 11 octobre 2003 à Birmingham et le 15 octobre, ils s'envolent pour leur lune de miel en Australie. Ils ont prévu de passer une semaine à Sydney pour visiter la ville, puis de se rendre dans la grande barrière de corail près de Townsville durant une semaine pour faire de la plongée sous-marine et visiter l'épave d'un bateau qui a coulé en 1911, le Yongala. La semaine à Sydney se passe bien, ils explorent la ville, ils prennent des photos. On peut y voir Tina et Gabe très heureux, vraisemblablement amoureux. Puis ils se rendent à Townsville où ils ont loué une excursion par le biais d'une agence de voyage. Le 21 octobre, Gabe et Tina montent à bord du bateau Spoil Spot. Il y a les membres de l'équipage et d'autres plongeurs. Et en tout, il y a une dizaine de personnes et un second bateau, le Jazz.
Le lendemain matin, tout le monde se réveille sur le site du Yongala. Il y a une bonne ambiance, les plongeurs sont excités à l'idée d'aller explorer l'épave du bateau et la barrière de corail. Tina et Gabe se mettent en tenue pour descendre, ils plongent mais ils remontent aussitôt à la surface à cause de l'ordinateur de plongée de Gabe qui émet un signal. Il s'agit d'un dysfonctionnement. Les moniteurs règlent le problème et vers 10h30, Tina et Gabe plongent de nouveau. Mais quelques minutes après, Gabe remonte à la surface. Il se précipite vers le bateau complètement paniqué et il explique que Tina a eu un souci et qu'elle a coulé dans les profondeurs. Wade, l'un des moniteurs, se précipite dans l'eau. Il plonge dans les profondeurs et il retrouve le corps inerte de Tina à plus de 20 mètres de profondeur. Il la remonte à la surface, puis elle est hissée sur le second bateau, le Jazz, afin qu'un médecin sur place puisse lui pratiquer un massage cardiaque. Mais malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Tina a passé plus de 10 minutes sous l'eau. Elle est déclarée morte à 11h30, à l'âge de 26 ans. Son corps est transporté à l'hôpital et le lendemain, une autopsie est réalisée par le professeur Williams. Il déclare qu'il n'a trouvé qu'une toute petite quantité d'eau dans les poumons. On n'a pas retrouvé de traces de maladies dégénératives chez Tina et la mort a été causée par une embolie gazeuse. Il s'agit de l'obstruction de la circulation sanguine vers les organes provoquée par des bulles gazeuses dans une artère. Bon, je ne vais pas me relancer dans des explications qui me dépassent, comme ce fut le cas pour l'affaire Audrey Mestre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la cause du décès signifie qu'il y a eu un gros souci avec la bouteille d'oxygène. Il s'agirait donc d'une mort accidentelle. Gabe est interrogé et voilà ce qu'il raconte. Lorsque lui et Tina ont plongé, tout s'est bien passé dans un premier temps. Mais au bout de quelques minutes, et alors qu'il se trouvait à plusieurs mètres de profondeur sous l'eau, il a remarqué que Tina était comme paniquée. Elle semblait avoir un problème avec sa bouteille à oxygène. Il s'est approché d'elle et dans la panique, elle lui a retiré son masque à oxygène sans le faire exprès. Donc Gabe a lui aussi paniqué, puisqu'il n'avait plus d'oxygène. Et le temps qu'il remette son masque et qu'il cherche Tina des yeux, elle était déjà à plusieurs mètres de profondeur sous lui et elle s'enfonçait. Il est alors remonté à la surface pour demander de l'aide. On demande à Gabe la raison pour laquelle il n'a pas secouru Tina. Il est censé avoir un diplôme de sauveteur, n'est-ce pas ? Eh bien, Gabe explique que tout d'abord, il avait mal à l'oreille. Donc, il était un petit peu désorienté et il ajoute que durant ses cours, il n'a jamais appris à sauver quelqu'un qui est en train de couler dans les profondeurs. Lui a pris des cours dans un lac qui n'était pas non plus très profond comparé à la barrière de corail. Donc dans la panique, il a préféré remonter à la surface, d'autant qu'il avait l'impression qu'il y avait énormément de courant sous l'eau. Cela dit, même si on peut considérer que Gabe n'a pas eu l'attitude la plus appropriée en laissant couler son épouse au lieu de la sauver, la responsabilité de la société de plongée est soulignée puisqu'il y a eu des défaillances évidentes. Wade Singleton, le moniteur qui a plongé pour chercher Tina, a admis que lui et les autres membres de l'équipage n'avaient pas posé les questions d'usage à Tina avant sa plongée. Et la réglementation australienne impose aux équipes de plongeurs professionnels de procéder à des évaluations approfondies et individuelles des compétences des plongeurs. Mais les employés du bateau n'ont pas effectué toutes les vérifications nécessaires auprès de Tina, mais également auprès d'autres plongeurs. 5 jours après le décès de Tina Watson, Gabe retourne aux États-Unis avec le corps de son épouse. Et en Australie, on se pose quand même quelques questions, puisque la version de Gabe paraît un petit peu étrange, on va dire. Les autorités ont interrogé toutes les personnes qui se trouvaient sur le bateau Spoil Sport, sur le Jazz, ainsi que les plongeurs qui étaient sous l'eau, afin d'avoir toutes les versions de cette histoire. Et il y a certains détails qui clochent. Le premier détail, ça concerne les membres de l'équipage. Alors, avant que Tina et Gabe ne plongent, les moniteurs leur ont proposé une visite guidée et une séance d'orientation afin d'éviter qu'il leur arrive quoi que ce soit, puisque la barrière de corail est quand même assez grande et on peut facilement s'y perdre. Il peut nous arriver quelque chose, surtout quand on n'est pas un plongeur expérimenté. Mais avant la plongée, Gabe a refusé un guide au motif qu'il était lui-même sauveteur. Et ça, c'est quand même assez étrange, parce qu'il refuse le guide au motif qu'il est sauveteur, mais une fois qu'il est dans une position de devoir sauver son épouse, il fait appel à l'un des moniteurs en expliquant qu'il n'est pas assez expérimenté. Et
Tina n'avait pas l'expérience suffisante pour une telle plongée. Avant le 22 octobre, elle n'avait plongé qu'à 10 reprises lors de ses cours de plongée et pas à plus de 9 mètres de profondeur. A l'inverse, Gabe avait 55 plongées à son actif. Tina n'était pas suffisamment préparée pour une telle plongée. Gabe aurait dû le savoir et l'anticiper. Il y a un autre point qui intrigue les autorités. Avant de plonger, Gabe a insisté auprès des moniteurs pour ajouter des poids à Tina. Quand on plonge, lors de ce type de plongée sous-marine, on a des espèces de poids au niveau de la taille afin de faciliter la descente. Et Gabe a insisté pour qu'on mette 10 kilos de poids à Tina. Or, compte tenu du gabarit de Tina, 10 kilos, ça paraît quand même assez lourd. Il aurait fallu tout au plus 4 ou 5 kilos. Et concernant l'attitude de Gabe pendant la plongée, certains plongeurs qui se trouvaient à proximité de l'endroit où Tina a coulé certifient que juste avant qu'elle ne coule, ils ont vu sous l'eau Gabe faire une sorte de câlin à Tina et elle semblait se débattre. Puis peu après, elle coulait dans les profondeurs tandis que Gabe remontait à la surface. D'ailleurs, on a une photo de Tina au moment de sa mort, une photo qui n'a pas été dévoilée dans un premier temps puisque forcément elle peut choquer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 2 plongeurs dans les profondeurs, un homme et son épouse, et il la prenait en photo. Et derrière son épouse, on peut apercevoir le corps de Tina allongé au sol face contre terre. Elle est vraisemblablement morte. Et quand il a pris cette photo, il n'a pas vraiment compris ce que c'était. C'est peu après, quand Wade est descendu chercher le corps de Tina, qu'il a compris qu'il y avait un problème. Et concernant le comportement de Gabe, une fois que le corps de Tina était remonté à la surface, là aussi on a des témoignages un petit peu étranges, puisque Gabe est remonté à la surface et il s'est rendu sur le bateau le Spoil Sport. Le corps de Tina était remonté sur le bateau Jazz, là où un médecin a tenté de la réanimer. Mais à aucun moment, Gabe n'a demandé à rejoindre le bateau Jazz pour voir comment se portait son épouse. Au lieu de ça, il demandait aux autres plongeurs qui étaient avec lui sur le Spoil Sport de lui faire une sorte de câlin pour le réconforter. Les autorités australiennes souhaitent donc réinterroger Gabe pour éclaircir certains détails dans ses déclarations qui ne collent pas avec les témoignages des autres plongeurs et les informations enregistrées par l'ordinateur de plongée qu'il portait le matin du 22 octobre. Mais à ce moment-là, Gabe, qui se trouve aux États-Unis, refuse de retourner en Australie. Les autorités australiennes envisagent toutes les possibilités. Il pourrait s'agir d'un banal accident, comme il en arrive malheureusement souvent lors de plongées sous-marines, comme il pourrait s'agir d'un meurtre. Quelqu'un aurait coupé le détendeur de la bouteille d'oxygène de Tina, elle aurait perdu connaissance sous l'eau, cette personne aurait remis le détendeur et Tina aurait coulé dans les profondeurs. Mais hormis quelques détails incohérents dans les déclarations de Gabe, il n'y a absolument rien qui prouve qu'il y ait eu meurtre. Du côté des États-Unis, Tina est enterrée le 5 novembre à Pelham en Alabama. Et durant les funérailles, la famille Tina commence à avoir des soupçons vis-à-vis de Gabe. Comme je vous l'ai dit, les parents de Tina n'aiment pas Gabe, disons les choses clairement, ils ne peuvent pas se le saquer. C'était même pas lui qui les a appelés pour les prévenir quand Tina est morte en Australie. Gabe a demandé à son père d'appeler les parents de Tina pour le leur annoncer. Donc autant vous dire que l'ambiance est un peu lourde. Les parents de Tina ont de gros doutes sur cette histoire d'accident. Ils ont toujours trouvé que Gabe était indélicat et contrôlant avec Tina, surtout pour cette histoire de cours de plongée. Et ils le trouvent louche, ils trouvent que son histoire ne tient pas la route. D'autant que le mois suivant, Gabe envoie une carte de Noël à son entourage et à celui de Tina, sur laquelle il y a une photo de lui et Tina, et à côté il y a l'inscription « Qui est ce beau gosse à côté de Tina ?» en faisant référence à sa personne. Ça, c'est quand même assez bizarre. Bon, on va dire les mots, c'est quand même bizarre. Sa femme vient à peine d'être enterrée et il envoie une photo de sa femme et lui à son entourage et à celui de sa famille en faisant de l'humour, alors que la famille de Tina ne s'est même pas encore remise du décès de Tina. Et c'est pas le seul truc bizarre que Gabe a fait depuis le décès de Tina. Lorsqu'il est rentré d'Australie, la première chose qu'il a faite, c'est contacter l'agence de voyage qui leur avait vendu leur voyage de Lune De Miel pour leur demander le remboursement des frais au motif que Tina était morte lors d'un accident de plongée. Bon, l'agence de voyage a refusé au motif qu'un accident de plongée, c'est pas un motif pour lui rembourser ses frais de voyage. Mais là encore, l'entourage de Tina a trouvé que c'était bizarre. Sa femme n'avait même pas encore été enterrée
qu'il demanda à récupérer l'argent qu'il avait investi dans sa lune de miel. Et il y a également le témoignage de la meilleure amie de Tina, Amanda Phillips. Elle déclare que lors des funérailles de Tina en novembre, elle s'est rendue devant le cercueil avec Gabe. Elle lui a fait remarquer que Tina était jolie dans sa robe et Gabe lui aurait dit qu'au moins elle avait les seins bien galbés comme ça. Cela dit, être profondément bête et indélicat, ça ne prouve pas qu'on a commis un crime. Et quel serait le mobile ? La mort de Tina ne bénéficiait pas à Gabe, mais le père de Tina se souvient d'un détail. En septembre, soit un mois avant le mariage, Tina serait venue le voir pour lui demander d'augmenter son assurance vie et de mettre Gabe en unique bénéficiaire. William dit qu'il a trouvé ça bizarre. Il a dit à sa fille qu'il s'en occuperait à son retour de lune de miel et qu'en attendant, elle n'avait qu'à dire à Gabe qu'elle l'avait fait. Ça pourrait constituer un mobile. William parvient à rentrer en contact avec certains des plongeurs qui se trouvaient sur le site du Yongala le 22 octobre au matin. Et ils lui disent que l'attitude de Gabe était très bizarre ce jour-là. Déjà, la version de l'histoire. À chacun d'entre eux, il fournissait une version qui n'avait rien à voir avec la précédente. À l'un d'entre eux, il a dit que lorsque Tina a commencé à couler dans les profondeurs, elle tendait les bras vers lui pour qu'il la sauve, un peu comme dans un film américain. À un autre, il a dit qu'il a tenté de remonter Tina, mais qu'elle était beaucoup trop lourde et qu'elle lui a glissé entre les bras. Puis à un autre, il a dit qu'en fait, Tina était beaucoup trop loin et qu'il n'est pas parvenu à attraper son bras. Bref, rien ne collait. Et pour les parents de Tina, si Gabe a menti autant de fois, c'est extrêmement suspect. Au printemps 2004, William et Cynthia contactent les autorités australiennes pour leur faire part de leurs suspicions. Là, on leur conseille de se rapprocher des autorités de l'Alabama pour faciliter les démarches, puisque Gabe ne se trouve plus en Australie. Les parents de Tina vont mener une bataille longue et fastidieuse pour obtenir des réponses. Il y a d'un côté l'enquête australienne qui n'a pas démarré, officiellement tout du moins, et d'un autre côté les autorités de l'Alabama qui ne peuvent pas ouvrir d'enquête criminelle aux États-Unis, puisqu'il n'y a pas d'enquête criminelle ouverte en Australie. Et le point qui revient quand même relativement souvent, c'est cette histoire de mobile. Pour les parents de Tina, le mobile est forcément financier. D'autant qu'en mars 2005, Gabe lance des poursuites judiciaires contre l'agence de voyage pour obtenir le remboursement du prix du voyage, le remboursement des frais annexes liés à l'accident de Tina et 45 000 $ de dédommagement pour le décès de Tina et pour détresse émotionnelle. Là, clairement, pour William et Cynthia, il y a forcément quelque chose lié à l'argent. Il a d'abord tenté de se faire rembourser ses frais de voyage à son retour d'Australie. L'agence de voyage a dit non. Maintenant, il leur intente un procès pour obtenir des dédommagements qui plus est, sous prétexte qu'il est en pleine détresse émotionnelle à la suite du décès de sa femme. Vraiment, il ne le supporte pas, Gabe. Sa tête passe pas, ses attitudes ne passent pas, et il se passe un autre événement qui va décupler leur haine vis-à-vis de lui. Lorsque William et Cynthia se rendent sur la tombe de leur fille, ils remarquent régulièrement que des fleurs et des cadeaux disparaissent. L'entourage et la famille de Tina ont l'habitude de lui déposer des fleurs, des petites cartes, des petits cadeaux, et lorsqu'ils s'y rendent, ils voient que les fleurs sont arrachées et que les cadeaux disparaissent. Et ça leur paraît assez bizarre, parce que là, clairement, c'est du vandalisme. Ils se rendent au commissariat de police de Pelham pour leur faire part de ce qu'il se passe, et l'inspecteur qui est en charge du dossier décide de placer une caméra à proximité de la tombe. Il vient récupérer la caméra, il visionne les images, et qu'est-ce qu'on y voit, hein ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien, on y voit Gabe en train d'arracher les fleurs qui se trouvent sur la tombe de sa femme. L'affaire est de plus en plus médiatisée, autant aux États-Unis qu'en Australie. Et William et Cynthia multiplient les interviews. D'après eux, Gabe a tué leur fille, et maintenant, il vandalise sa tombe. Mais Gabe s'en défend. Il n'a jamais vandalisé la tombe de Tina. Il voulait simplement faire un peu de ménage. Et il n'a pas tué Tina. Il l'aimait. Mais en novembre 2007, soit 4 ans après le décès de Tina, l'enquête démarre officiellement en Australie. 7 mois plus tard, le parquet rend ses conclusions. Tina Watson a été assassinée. La version avancée par les autorités australiennes est que Gabe a coupé le détendeur de la bouteille d'oxygène de Tina. Il l'a maintenue sous l'eau le temps qu'elle perde connaissance, puis il a remis le détendeur en place et il l'a laissé couler. Ça expliquerait la raison pour laquelle on n'a trouvé aucune défaillance sur le matériel de plongée. Donc c'est officiel,
Gabe est accusé d'avoir assassiné son épouse lors de leur lune de miel. Entre-temps, il a refait sa vie. En 2006, il a rencontré une enseignante, Kimberly Diane Lewis, avec laquelle il se marie en août 2008. Certains trouvent que Kimberly est le sosie de Tina, mais Gabe s'en défend lors d'une interview. Cela dit, il explique qu'il a conservé une photo de Tina chez lui, ce qui prouverait qu'il tenait sincèrement à elle. Il ne l'a pas tuée. Pourtant, en mai 2008, il annule les poursuites qu'il a intentées contre l'agence de voyage, puisqu'il craint que, compte tenu de l'enquête australienne en cours, il ne s'auto-incrimine par la suite. Bon, cette partie n'était pas très claire, mais je vais vous expliquer comment moi je l'ai comprise. En gros, ses avocats lui ont déconseillé d'aller jusqu'au procès avec l'agence de voyage parce qu'il serait amené à témoigner et à dire des choses, à expliquer toutes les étapes de son voyage, ce qu'il s'est passé précisément lors de l'accident de plongée. Et ces déclarations lors de ce procès pourront ensuite servir à l'incriminer lors du procès pour le meurtre de Tina. Donc ses avocats lui ont dit, vaut mieux pas que tu poursuives ces poursuites judiciaires contre l'agence de voyage, parce que tu vas peut-être dire des choses qui vont ensuite te faire condamner pour le meurtre de Tina. D'autant qu'en novembre 2008, il est officiellement mis en examen pour le meurtre de Tina par la justice australienne. Durant 6 mois, ses avocats se battent contre son extradition, mais en mai 2009, il accepte de se rendre en Australie pour être jugé. Son procès s'ouvre en juin 2009, il plaide non coupable de meurtre, mais coupable d'homicide involontaire. Gabe est, d'après ses dires, un plongeur expérimenté. Lorsque Tina a coulé, il n'a pas fait tout son possible pour la sauver. Il aurait pu détacher les poids qu'elle avait à la ceinture, il aurait pu partager sa bouteille d'oxygène avec elle, il aurait pu tenter de la remonter, mais il n'a rien fait de tout ça. Il reconnaît qu'il a failli à ses obligations de partenaire. Il n'y a aucune preuve que Tina ait été tuée volontairement par Gabe. Il est donc reconnu coupable d'homicide involontaire et il est condamné à 4 ans et demi de prison, dont 12 mois fermes. En septembre 2009, sa peine est allongée à 18 mois après que la cour d'appel a été saisie par le ministère public. C'est une peine de prison qui est jugée extrêmement légère aux États-Unis. Beaucoup pensent que même s'il n'a pas tué sa femme volontairement, l'homicide involontaire est quand même assez grave et caractérisé dans ce cas-ci. Il a entraîné sa femme à une sortie de plongée sous-marine en refusant une visite guidée, une visite d'orientation qui aurait évité que Tina ne meure. C'est lui, d'une certaine façon, qui l'a mise en danger et qui n'a même pas ensuite été capable de la sauver. Donc là, beaucoup se disent, 18 mois, c'est quand même assez light, comme le coca. Toujours est-il que Gabe devra purger le reste de sa peine en Australie, puis il pourra ensuite retourner libre aux États-Unis. Mais en octobre 2010, les procureurs de l'Alabama obtiennent un acte d'accusation contre Gabe dans le comté de Jefferson. Il est mis en examen pour meurtre et enlèvement. Les procureurs ont ajouté le chef d'accusation d'enlèvement puisque, d'après eux, Gabe complotait le meurtre de sa femme depuis les États-Unis. Donc en l'entraînant en Australie, sous le motif fallacieux de leur lune de miel, ça s'apparente à un enlèvement. Le 10 novembre 2010, il est libéré de prison en Australie et il est transféré dans un centre de détention pour immigrés afin d'être extradé vers les États-Unis, mais l'Australie met son veto. Elle veut s'assurer qu'en étant extradé aux États-Unis, il ne risque pas la peine capitale. L'Australie ne pratique pas la peine de mort et elle refuse que des personnes soient extradées vers des pays qui la pratiquent si elles risquent d'être condamnées à la peine capitale. Donc elle veut une preuve écrite qu'il ne sera pas exécuté là-bas, chose qu'elle obtient. Le 25 novembre 2010, Gabe est finalement extradé vers les États-Unis et il est libéré sous caution le mois suivant. Ses avocats assurent qu'il n'a jamais planifié le meurtre de Tina, et encore moins pour un quelconque mobile financier. Le seul bénéficiaire de son assurance vie, c'était son père William. Et Gabe n'a jamais souscrit d'assurance vie au nom de Tina. D'ailleurs, avant qu'ils ne se marient, tous les deux, Gabe a remboursé une dette de Tina qui s'élevait à $12 000. Et s'il a remboursé cette dette, c'était pour qu'ils puissent tous les deux contracter un crédit afin de s'acheter une maison. Donc pour quelle raison Gabe aurait payé les dettes de Tina et pourquoi n'a-t-il pas ensuite souscrit d'assurance vie à son nom s'il en voulait à son argent? Pour eux, il s'agit d'un accident. Certes, un accident qui aurait pu être évité, mais un accident tout de même. D'ailleurs, Colin McKenzie, qui est un expert en plongée, est la preuve de ce qu'ils avancent. Lors de l'enquête initiale, Colin McKenzie avait tenu un témoignage à charge, clairement. D'après lui, un plongeur avec la formation de Gabe aurait dû pouvoir remonter Tina et la sauver. Il ne l'a donc pas sauvée, et ce, volontairement. Mais lorsqu'après le procès en Australie, Colin McKenzie a reçu les carnets de plongée et les antécédents médicaux de Tina et Gabe,
Il est revenu sur son témoignage. D'après lui, Gabe et Tina n'auraient jamais dû être autorisés à plonger ensemble. Tina avait eu des problèmes cardiaques par le passé, dont une opération. Elle n'avait pas assez de plongée à son actif et Gabe n'était pas suffisamment expérimenté malgré ses dires. Il n'était pas apte à sauver qui que ce soit. La preuve, il a pris la fuite quand sa femme a coulé. Les employés de la société de plongée auraient dû le savoir et l'anticiper. La société de plongée a été condamnée en Australie pour avoir enfreint les normes de sécurité. Elle a été condamnée à reverser une amende de 6 500 $. Et cette condamnation en Australie prouverait vraisemblablement qu'il n'y a aucun acte criminel derrière le décès de Tina Watson. Le 23 février 2012, le juge qui préside le procès de Gabe Watson l'acquitte pour manque de preuves après la plaidoirie du ministère public. C'est-à-dire que l'affaire ne sera pas jugée devant un jury. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare en Alabama. Le juge a considéré qu'il n'y avait pas de mobile financier et que le dossier d'accusation ne présentait aucune preuve de l'implication de Gabe dans le décès de Tina. En gros, le dossier n'est pas assez solide. La famille Tina était dévastée par cette décision. Pour eux, Tina est morte une seconde fois sans avoir jamais obtenu justice. Après l'énoncé du verdict, Gabe a donné une interview télévisée pour revenir sur cette affaire qui a brisé sa famille et qui l'a endetté d'après ses dires. Sa défense aura coûté plus de 500 000 $. Aux dernières nouvelles, il vit toujours en Alabama avec son épouse Kimberly. William Thomas, quant à lui, est décédé en 2015, mais il est resté convaincu jusqu'à sa mort que c'est Gabe, et lui seul, qui est responsable du décès de sa fille Tina. Une jeune femme de 26 ans qui s'apprêtait à passer le reste de ses jours auprès d'un homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance. Bon, et bien, si vous en êtes à cette partie, j'en suis très contente parce que ça signifie que le bruit du ventilateur ne vous a pas découragé. Moi, je l'entends, hein. Mais après vous, j'espère que vous ne l'avez pas entendu durant la vidéo. Sinon, concernant Gabe Watson, coupable de meurtre, franchement, je pense pas. Par contre, coupable d'être profondément demeuré et insensible, c'est une certitude. À quelle heure t'emmènes ta femme dans un truc aussi risqué alors que t'es même pas capable de sortir une crevette de l'eau? Le mec, il a plongé une dizaine de fois dans un petit lac aux États-Unis. Il s'est cru dans le grand bleu. En fait, je comprends la réaction des parents de Tina qui n'ont pas voulu lâcher l'affaire parce que quand bien même il n'y a pas de preuve qu'il l'a tuée volontairement, c'est sa connerie profonde qui a tué cette femme. Moi, Gabe, il me fait penser, c'est peut-être une catégorie de gens que vous connaissez, c'est les incapables et les inaptes. C'est la catégorie des t'inquiètes. Alors, il y a des gens, ils veulent vous faire des trucs parfois bizarres. Et vous êtes là en mode, ouais, c'est peut-être un petit peu chaud, c'est peut-être un petit peu dangereux. Et la personne en face, elle vous dit, mais non, t'inquiète. Bon, en fait, c'est cette catégorie-là. C'est des gens qui sont incapables de rien, mais qui pensent qu'ils vont pouvoir conquérir le monde. Et ben Gabe, il me fait penser à ça. Sinon, il y avait un truc qui m'avait aussi un petit peu éberlué, on va dire, c'est les poursuites judiciaires contre l'agence de voyage. Mais après, avec du recul, je me suis rendu compte que c'est une question de culture. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez commun d'intenter des poursuites judiciaires pour dédommagement dans un peu tout et n'importe quoi, chose que nous, on n'a pas forcément. Donc ça, on peut peut-être ne pas le comprendre quand on a une autre grille de lecture, et après, bah, du coup, ça sert à rien de juger ça par rapport à leur culture, parce que on peut pas le comprendre, et c'est leur façon de faire. Donc après, je me suis dit, bon, ça c'est peut-être normal, on va dire, donc voilà. Ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.